Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce 3e épisode de Politique. Aujourd'hui, on va parler de la dette publique et pour cet épisode, on se retrouve comme d'habitude avec Marouane, coucou, Emilien, hello, et Corentin. Salut. Aujourd'hui, pour changer, ce sera Corentin qui va faire l'introduction. Alors aujourd'hui, on va parler de la dette française et on va commencer très rapidement avec quelques chiffres. La dette française, elle s'élevait au 3e trimestre 2024 selon l'INSEE à 3 303 milliards d'euros, ce qui représente d'ailleurs une augmentation de 71,7 milliards d'euros depuis le dernier trimestre. Donc on augmente quand même de plus de 70 milliards d'euros par trimestre et elle représentait 104,9% du PIB. Et donc aujourd'hui, on va se poser la question de qu'est-ce que c'est que la dette publique exactement et est-ce qu'elle est vraiment utile. On peut tirer un petit rappel, la dette publique, donc c'est l'argent que l'État emprunte pour financer ses dépenses, pour par exemple l'éducation, le logement, la santé ou encore relancer une crise comme après le Covid par exemple. Mais on peut se poser, est-ce que c'est toujours une bonne chose ? Parce qu'on le voit, elle est plus élevée que le PIB. Est-ce que ça ne serait pas un problème ? Parce que d'un certain côté, on va voir qu'elle permet de réaliser des projets essentiels et de maintenir les infrastructures et de faire avancer le pays en fait. De l'autre côté, elle pourrait être une charge financière pour les habitants et avec des intérêts. Et elle pourrait peser, comme elle le fait déjà, sur les budgets futurs. Et donc, Emilien, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur le contexte actuel de la dette française ? Par exemple, récemment, il y a Macron qui a parlé des finances publiques. Il a pointé du doigt une évidence, le poids de notre généreuse protection sociale, qui représente la part la plus importante de nos dépenses. Il a notamment dit que le cœur de la bataille, c'était de garder une réforme des retraites efficace et de freiner les autres dépenses sociales. Il a également remis sur la table la solution qu'il préfère, augmenter la quantité de travail, comme il le dit si bien, en permettant à tous de travailler. D'ailleurs, pour tout le gouvernement, la vraie question qui se pose, c'est comment réaliser 40 milliards d'euros d'économie en 2026 tout en étant sous la menace de la censure à l'Assemblée nationale. Donc, Bayrou, il a essayé de donner son avis sur ça. Il a dressé un constat alarmant sur la situation budgétaire du pays le mardi 15 avril en estimant que seule une prise de conscience de nos concitoyens pouvait soutenir une action déterminée de redressement des comptes publics. Il a qualifié la dette du pays de piège dangereux, potentiellement irréversible. Après, je pense qu'il faut aussi rajouter que c'est à cause de, entre guillemets, des années qu'on a eues avec Macron que la dette, elle s'est amplifiée. C'est le constat qu'a fait l'experte lors de l'émission spéciale du 13 mai, je crois, oui, c'était 13 mai. Elle disait qu'en gros, la dette publique, elle a augmenté là depuis 2018 à cause du Covid, de la crise du Covid, des gilets jaunes, et en fait... le quoi qu'il en coûte, on va dire, de Macron, de base, il devait s'arrêter. Comme tous les autres pays européens, ils ont fait la même chose. Ils ont diminué leur déficit public pour revenir à une situation budgétaire à la norme. Et il n'y a que la France qui l'a pas fait et qui continue encore d'investir largement dans son économie, étant donné que c'est cette même formation politique, enfin les macronistes, qui souvent critiquent, par exemple, on a vu ça à gauche ou que ce soit à droite, les politiques de relance. Parce que tout simplement les politiques, dans les politiques économiques, en gros il y a deux politiques principales, les politiques d'austérité et les politiques de relance. Donc celle de relance, elle a pour but de redynamiser l'économie en créant de l'emploi, en investissant dans les secteurs publics. Donc ça, c'est ce que peut faire l'État lors d'une crise, que ce soit une crise, la crise de la pandémie, une crise financière, etc., pour pouvoir relancer l'économie. Mais malheureusement, la politique de relance qu'a fait Macron après le Covid, elle a été pour la majorité, enfin pour la plupart des gens en France, elle a été un peu... critiquée parce qu'elle n'était pas forcément l'argent, le budget qu'ils ont donné à tel ou tel secteur n'était pas forcément prioritaire entre guillemets. Par exemple, c'est ce qu'on a vu là ces temps-ci avec l'augmentation du budget militaire, du budget de défense. Il y a plein de gens qui s'interrogent sur le fondement de ce budget-là, sur sa légitimité.
étant donné que par exemple d'autres budgets comme la culture, la santé également, sont des budgets qui ont fortement diminué, même l'éducation nationale, et c'est des secteurs qui sont donc primordiaux pour l'État. Il y a également l'autre argument qu'a donné Agnès Verdier-Molinier, j'ai retrouvé son nom, lors de cette émission. Elle a expliqué que en gros la tonne de bureaucratie et de processus, donc avec voilà toute la paperasse française, que ce soit le code du travail, le code de procédure pénale, le code de l'environnement, etc. Toute cette accumulation de lois et de normes font que en fait les entreprises sont de moins en moins efficaces et donc de moins en moins productives. Et donc ça c'est l'argument qu'elle a donné, et le fait que en fait pendant tous les mandats de Macron, il n'a pas réussi à simplifier cette bureaucratie et donc à permettre aux entreprises d'avoir moins de normes et donc à être plus compétitives à l'international, et donc de fait favoriser la croissance économique, etc. Et donc les politiques budgétaires, elles sont fondamentalement politiques. Et donc de fait, telle partie va favoriser un accroissement de la dette pour investir dans l'économie, tandis que d'autres parties vont eux favoriser la diminution de la dette publique. Alors moi, pour donner mon avis sur la question, pour moi la dette publique, ça peut être efficace pour stimuler l'économie, mais elle a quand même des risques. Par exemple, en 2020, pendant la crise sanitaire, les gouvernements du monde entier, ils ont recouru à l'endettement pour soutenir les économies. Par exemple, la France, elle a vu sa dette publique passer de 98% à 115% du PIB en 2020 à cause des mesures d'urgence comme le chômage partiel et les aides aux entreprises. Et cette stratégie, elle a permis notamment de limiter les effets de la récession qui a été de moins 8,2% du PIB en 2020, selon l'INSEE. Et pareil aussi pour l'Allemagne, notre pays d'Europe, qui a adopté un plan de relance massif de 130 milliards d'euros en 2020, financé par sa dette. Et du coup, ça leur a permis de maintenir une croissance positive de 2,9% en 2021. Mais pour moi, une dette trop élevée, ça peut vite fait devenir un fardeau. Par exemple, il y a un exemple assez commun en Europe, c'est l'Italie, où la dette publique, elle a atteint 155,6% du PIB en 2022. Et ça a conduit en gros à l'instabilité économique, et ça a fait vraiment une augmentation super forte des coûts d'emprunt. Et en gros, les taux d'intérêt à 10 ans sur la dette italienne, ils étaient à 2,5% en 2022, contre 0,1% pour l'Allemagne, selon encore une fois la Banque Centrale Européenne. Et en gros, une dette mal gérée, ça peut entraîner des réductions dans les dépenses publiques qui sont essentielles, comme par exemple dans tout ce qui est la santé, l'éducation, etc. Et ça peut vraiment poser de gros problèmes à un État si jamais elle est vraiment trop élevée. Alors, avant de commencer le débat, Corentin, tu voulais nous parler de l'exemple du Portugal. Ouais, parce que en fait, je me suis rendu compte que souvent, quand on parle de la dette, c'est comme quelque chose contre quoi on peut pas lutter, et quelque chose de forcément mauvais et d'irrémédiable, alors que avec l'exemple tout récent du Portugal, en fait, je vais vous montrer que c'est pas le cas. Si on en a la volonté, on peut vraiment supprimer la dette, malgré quelques concessions. Donc, pour vous donner le contexte, la dette portugaise s'est élevée en 2010 à 130% du PIB, tandis que son déficit atteignait 11,4%. Donc, face à cette situation, le gouvernement a lancé plusieurs plans d'austérité et de réduction du déficit, classique. Donc, les salaires ont été diminués, les pensions de retraite aussi. À l'inverse, évidemment, les impôts ont augmenté. Le plus connu, c'est la TVA qui est passée à 23%. Les aides publiques à la baisse, les indemnisations chômage à la baisse, l'âge de départ à la retraite est relevé à 66 ans et 4 mois. Donc bon, en France, on se plaint beaucoup, mais bon, c'est quand même souvent très très pire ailleurs. Et encore, par exemple, le 13e mois des fonctionnaires était supprimé.
Il y a d'autres mesures qui ont été prises. Par exemple, on en a entendu parler à peu près la même idée avec Donald Trump récemment. C'est l'idée d'un espèce de visa doré. Et donc, ça a été mis en place au Portugal depuis 2012. C'est une carte qui était octroyée à ceux qui investissaient au moins 1 million d'euros dans l'économie portugaise. Donc, une récompense quoi. Et entre autres, le Portugal attire aussi de nombreux retraités grâce à des exonérations d'impôts pendant 10 ans. Et donc, grâce à toutes ces mesures drastiques, le Portugal s'est retrouvé en excédent budgétaire d'1,2% en 2024. La dette du pays, elle est retombée à 100% du PIB, donc une diminution de 30 points de pourcentage. Et la croissance, quant à elle, elle devrait dépasser les 2% comme elle l'a fait en 2023. Donc la situation, elle s'est complètement retournée. Idem pour le chômage, il est passé de 16,5% à 6,1% en 2024, ce qui représente quand même une diminution de 10 points en 10 ans. C'est un record. Malgré tout, ça ne s'est pas fait sans concession, il n'y a pas de solution miracle. Et donc ici, les conséquences, c'est que la population est en colère parce qu'il y a un quart de la population qui est au salaire minimum. Et donc, en conséquence, il y a des grèves qui ont eu lieu dans la fonction publique, dans les hôpitaux, les tribunaux, les écoles pour réclamer des hausses de salaire, tout simplement. Alors tout le monde, avant de reprendre les débats, on a une invitée de dernière minute et surtout une invitée de marque avec nous, c'est Nasri. Salut tout le monde, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui, même si c'est à l'improviste. On est très contente de t'avoir sur ce podcast. Merci de me recevoir. C'est une des personnes qui nous a le plus soutenus pour faire ce podcast. Oui. Elle a été au courant d'ailleurs en secret, mais voilà. Bref, donc on revient au sujet. Toi, qu'est-ce que tu en penses alors du coup de cette dette publique ? Est-ce que c'est une chance ou un fardeau ou bien les deux ? Ok, alors déjà, premièrement, pour vous dire la vérité, quand j'ai vu votre sujet, la dette publique, chance ou fardeau, je me suis dit que c'était un peu bizarre parce que j'arrivais pas à comprendre comment est-ce que la dette publique, ça pouvait être une chance. Et quand j'ai fait mes recherches, j'ai compris qu'en fait, pendant longtemps, l'outil de croissance et de stabilité économique qui est utilisé, c'est en fait la dette. Mais pourquoi ? En gros, quand une économie, elle est en crise ou alors en récession, l'État, il peut décider d'augmenter ses dépenses, donc les aides sociales, les investissements publics, ou alors réduire ses recettes, comme les impôts par exemple. Cela va entraîner un déficit budgétaire, c'est-à-dire que l'État est dans une situation où il donne plus que ce qu'il reçoit avec son budget. Et c'est avec la dette qu'elle va du coup financer si elle décide d'augmenter ses dépenses ou alors de réduire ses recettes. Et comme l'a dit Nourane tout à l'heure, elle a pris l'exemple du Covid-19, en fait sans l'endettement, l'économie de beaucoup de pays durant cette période-là se serait effondrée, alors que grâce à l'endettement, les États ont pu soutenir les entreprises avec le chômage partiel par exemple, ils ont pu aider les ménages également, ou encore investir dans la santé comme investir dans la recherche des vaccins. Donc oui, la dette, même si ça peut sembler contradictoire comme je le pensais, ça peut être un levier de stabilisation de l'économie, mais il faut qu'elle soit utilisée de manière intelligente, de manière temporaire, mais surtout de manière productive. La dette, ça peut également avoir un effet domino. En gros, si un État venait à rencontrer des difficultés majeures pour rembourser sa dette, cela pourrait provoquer un effet domino et du coup ébranler l'ensemble de l'économie européenne. En 2010, par exemple, la crise de la dette grecque avait déjà failli déstabiliser toute la zone euro et ça avait nécessité des plans de sauvetage d'urgence de la part, premièrement, de la Banque centrale européenne, mais également du FMI. Merci Nassim pour ton avis. Maintenant que tous nos avis ont été faits, toutes nos opinions sur la dette ont été faits, on peut enfin passer au débat. Je pense que moi personnellement, la question de la dette publique et de son utilité ou pas, c'est une question qui est fondamentalement politique, parce qu'en soi, la dette publique, quand on investit dans tel ou tel secteur, que ce soit l'armée, la sécurité, la santé, l'éducation, en fait, on fait déjà des choix politiques. Les dirigeants politiques, ils vont faire des choix sur on priorise la culture, on met tant d'argent dans la culture vis-à-vis de, je sais pas, par exemple, la santé. Donc je pense qu'en soi, cette question de est-ce que la dette publique est utile ou pas, c'est une fausse question dans le sens où, en gros, c'est plus une question politique, en fait. Moi, je suis assez d'accord avec Marwan. Je rejoins un peu son propos dans le sens où, en fait, la dette publique, déjà, c'est un outil politique, premièrement, parce que c'est géré que par des personnalités politiques. Donc, forcément, ce sera forcément orienté en fonction de ce que les dirigeants veulent en faire, de ce que les dirigeants veulent utiliser, de ce que les dirigeants veulent prioriser, comme tu as dit. Et nous, en tant que ménage, en tant que citoyen, on n'a pas notre mot à dire. Donc, comme Marwan l'a dit, en vrai, poser la question de est-ce que la dette publique, c'est utile ou pas, c'est un peu biaisé parce qu'on ne peut pas vraiment, nous, le dire, comme c'est l'État qui va le gérer, le gouvernement qui va décider et les dirigeants politiques qui vont décider qu'est-ce qu'ils vont prioriser comme domaine.
C'est vrai que je suis d'accord avec toi, Nasrine. C'est vrai que la question de la dette publique, c'est une question qui a été reprise plusieurs fois par les politiques pour mener certaines autres politiques économiques ou sociales. C'est l'exemple, par exemple, de la réforme de retraite qui a été faite donc, par Emmanuel Macron et qui avait donc, pour but de stabiliser la dette publique et en tout cas le déficit de la sécurité sociale en augmentant donc l'âge de la retraite. Donc ça c'est un exemple qui montre que la question de la dette publique, elle peut être utilisée pour justifier plein de politiques publiques. L'éducation aussi par exemple. Ouais. Genre je sais que dans les débats à l'Assemblée nationale, la dette publique a été grave utilisée pour notamment pas justifier mais genre pour se plaindre des déficits notamment dans le budget, notamment sur l'éducation, le fait qu'il y ait moins de profs, par exemple du matériel scolaire aussi. En fait, la dette, c'est un élément politique et ça le restera, je pense, pas tout le temps parce que ça sert vraiment en fait, c'est une justification pour justifier soit pour la santé, pour n'importe quel domaine, que ce soit pour l'âge de la retraite, pour l'éducation, pour la santé, ça restera toujours qu'elle augmente ou qu'elle baisse, une justification des personnalités politiques pour critiquer telle les idées politiques voilà, ou telles idées politiques, ouais. merci. Et ça restera, c'est un objet de justification politique. C'est vrai que par exemple par rapport au budget de l'armée, le budget militaire, c'est un budget qui a été très récemment réaugmenté à la hausse. Et je sais qu'il y a plein de gens, en tout cas moi personnellement, c'est quelque chose qui me paraît un peu problématique, dans le sens où par exemple c'est un budget qu'on augmente, mais que donc ces sous-là qu'on va mettre dans le militaire, on va pas le mettre dans d'autres secteurs qui sont peut-être plus importants pour les Français. Et donc après forcément ça rentre dans un débat politique, mais donc tout ça montre que vraiment comment on va organiser le budget, en fait c'est pas vraiment forcément une question de il faut qu'on trouve des sous, etc. Et c'est plus une question politique que vraiment une question pragmatique et économique, voilà. Et c'est aussi pour ça que par exemple souvent les personnalités de droite, souvent ils déclarent que vis-à-vis des politiques de gauche qui sont souvent dans l'investissement et dans la relance économique, ils déclarent souvent que où est-ce qu'ils vont trouver l'argent en fait ? Où est-ce qu'ils vont trouver l'argent pour augmenter les SMIC ? Où est-ce qu'ils vont trouver l'argent pour aider les plus pauvres, etc. Et c'est vrai que quand tu vas par exemple leur poser les questions à l'inverse, où est-ce que vous allez trouver de l'argent pour financer l'armée, etc. Ils n'ont pas grand-chose à te répondre. Oui, mais encore une fois, c'est encore un outil de justification. Mais après, pour revenir un peu vraiment au centre du sujet, la dette, c'est... encore une fois, c'est vraiment... Là, on a donné vraiment tout à l'heure des avis assez pour et contre. Mais en réalité, quand on entend un peu tous les arguments, c'est vraiment une notion assez... nuancée, c'est et un fardeau et une chance selon, encore une fois, la manière dont elle est utilisée par l'État et ce que l'État en fait et selon dans quel domaine il l'utilise. Par exemple, s'il l'utilise comme tu l'as dit pour le mettre dans un budget militaire, c'est pas, ça serait vu par certains partie, même par certains Français, comme être mal utilisé, alors qu'ils pourraient très bien mettre cet argent-là dans des domaines qui sont beaucoup plus importants, comme la santé. Dans les hôpitaux, ils ont besoin d'investissement, dans l'éducation, encore une fois, dans plein de choses. Moi, je voulais juste conclure avec 2 derniers points. Premièrement, je voulais rebondir sur ce que Marwan a dit, que la dette publique, ça servait justement à justifier certaines décisions politiques. C'est comme avec la réduction du pass culture. Déjà, premièrement, en 2019, on était à 500 €. On est passé en 2021 à 300 €. Puis ensuite, ce 1er mars 2024, je crois, on est passé à 150 €. À 150 €. Ça, c'est pareil, c'est des décisions... Qui sont justifiées par la dette publique, alors que c'était à la base des décisions faites pour les jeunes et pour nous, et c'est complètement absurde de les enlever, parce que ça a permis à beaucoup de personnes de se remettre dans la lecture, de s'acheter des instruments de musique, tout simplement de développer leur culture, comme... d'aller au cinéma aussi. D'aller au cinéma, c'est ça.
Bah, c'est ça. places, Bah, etc. en fait, c'est exactement ça. Ça permet tout Même pour simplement les entreprises. d'enrichir sa culture de plusieurs Oui. manières différentes. Il y avait il y a toujours beaucoup de choix. T'as énormément de choix. Tu peux faire ce que tu veux. Mais grave. Et c'était super. Tu peux aller bah, visiter super, des musées à Paris. C'est Enfin, ça. Remonte-le, le pass culture. On fait la pub du pass Remettez-la à culture. 300 €. Mais sachant qu'en plus, ils l'ont également supprimé. En gros, quand c'était 15-16 ans, t'avais 20 €. 17 ans, t'avais 30 €. Et 18 ans, t'avais 300 €. Là, c'est juste à partir de 17 ans, t'as 50 €. Et ensuite, l'année suivante, à tes 18 ans, t'as 150 C'est 150 €. c'est De plus. très C'est nul, ça bien. fait 200 € contre quoi Mm. 20, 20, 40, Tu prends 3 30, vinyles et c'est fini. 70, ça faisait 370 € de C'est pass que c'est- culture. c'est vraiment très peu. 300 €, tu pouvais grave faire des trucs Mais, bien, avec. mais tu sais que j'ai des amis qui enfin là j'ai un ami qui allait carrément s'acheter une basse avec les 300 €. Bah là il peut plus parce qu'il est né en août et la réforme elle est déjà passée. Ah, moi aussi, Donc j'ai le ouais, seum. il voulait s'acheter une basse. C'est Quand tu super, m'achètes un nouveau piano, lui, ouais. il est cassé, mais. En fait, c'est dommage parce que bah, là, par rapport à cet exemple-là, bah, en fait, ça empêche l'égalité des chances dans le sens où bah, C'est les personnes qui vont exactement être de milieux défavorisés ou plus populaires, ils vont moins. Pouvoir avoir accès. C'est ça, à C'est la culture en exactement fait. ça. Alors que ceux qui sont là, qui sont déjà, on va dire, assez aisés, ils sont là, ils vont pouvoir continuer de s'acheter. Bah, c'est exactement ça, je suis d'accord. Et je voulais conclure avec un dernier point, du coup, la dette publique, si on en revient au sujet chance ou fardeau. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au début, on peut penser que la dette publique, ça peut être qu'un fardeau, comme je le pensais moi avant de faire mes recherches, et que c'était assez contradictoire que ce soit une chance, mais non, justement, ça peut l'être. Ça peut être carrément un outil de stabilisation et de levier de puissance. Et pour conclure, tout simplement, on a bien démontré que la dette publique, ça pouvait autant être une chance qu'un fardeau. Bon, pour faire la conclusion vraiment générale de cet épisode, comme vous avez pu le voir, on a eu des avis très nuancés sur la question, mais aussi notamment parce que la question, rien que la question en elle-même de la dette publique, c'est une question assez complexe parce qu'elle met plusieurs avis et c'est surtout une question très politique. Mais bref, on espère que vous avez kiffé cet épisode. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur la question, ça nous intéresse. Et on espère vous retrouver pour le prochain épisode avec un invité assez spécial. Et on vous dit bisous. Salut! Bye bye!